Aujourd'hui, l'éducation est réduite à une torture nécessaire. On doit accepter d'ingurgiter des formules toutes faites pour éviter la relégation sociale. Les conséquences humaines sont catastrophiques. L'individu est rabaissé, le peuple entretenu dans l'ignorance et l'élite incapable de changer l'ordre des choses. Lancée au XIXe siècle, cette politique est délibérée. En 1789, la Révolution française met fin à l'Ancien Régime avant de sombrer dans le sang. Mais l'idéal républicain est né. Lazare Carnot et Gaspard Monge créent une école aux méthodes révolutionnaires, l'école polytechnique. L'école recrute partout, sans distinction de classe, de sang ou de fortune. Monge remplace les vieilles formules et le culte du savoir par une culture de la découverte où les élèves sont constamment portés aux frontières de la connaissance. L'école enfante ainsi dès ses premières années des prodiges qui serviront le peuple. Mais Napoléon y voit un danger pour l'ordre martial de l'Empire. Il brise le privilège pluridisciplinaire de l'école en éliminant les matières artistiques, la spécialise dans les mathématiques et la transforme en caserne de soldats aux ordres. Lorsque la République est rétablie en 1870, les possédants entendent préserver leurs privilèges. Ils créent pour cela en 1872 leur propre école pour former une élite aux ordres. Léon C, banquier et ministre des Finances, Jacques Siegfried, banquier et négociant, et Alfred André, banquier, député et régent de la Banque de France, financent la création de cette école privée baptisée Sciences Po. Et l'école ne masque pas son but contre-révolutionnaire. Intellectuel mondain, son fondateur Émile Boutmy l'écrit noir sur blanc en février 1871. Ne faut-il pas créer l'élite qui, de proche en proche, donnera le ton à toute la nation? Refaire une tête au peuple, tout nous ramène à cela. Ce serait folie aux classes menacées de croire qu'elles pourront, par la résistance légale, se maintenir dans les positions qu'il leur reste et regagner les positions perdues. Le privilège n'est plus. La démocratie ne reculera point. Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut que derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de la tradition, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart fait de mérites éclatants et utiles, de supériorité dont le prestige s'impose, de capacités dont on ne puisse pas se priver sans folie. Le lobby de Sciences Po va combattre avec acharnement le projet concurrent porté par Hippolyte Carnot, fils de Lazare Carnot et élève de Monge. Hippolyte Carnot veut créer une école publique d'administration similaire à la Polytechnique révolutionnaire. Et son projet est sur le point d'aboutir au Sénat en 1876. Léon C, Jacques Siegfried et Alfred André, avec l'aide de l'académicien Paul Janet, vont tuer le projet. Mais en 1945, Sciences Po est sur le banc des accusés. Ce sont les élites qu'elle a formées qui ont trahi la République. Le gouvernement provisoire de De Gaulle ordonne la nationalisation de Sciences Po et la création d'une école d'administration publique qui formera une élite fidèle à la République. Mais un certain André Siegfried, neveu du banquier fondateur de Sciences Po, va obtenir in extremis un statut public-privé et ainsi préserver l'héritage anti-républicain de Sciences Po. L'école va maintenir sa mainmise sur la formation des élites et très vite contaminer la toute nouvelle école d'administration publique. Non seulement les élèves devront passer par Sciences Po pour intégrer l'ENA, mais les locaux de l'ENA seront situés dans l'enceinte même de Sciences Po. Dès ses premiers cours en 1881, en tant que professeur de philosophie au lycée d'Albi, le jeune Jean Jaurès enseigne à ses élèves les pièges du libéralisme britannique
et en particulier ceux de l'idéologie en vogue dans la France du XIXe siècle, et particulièrement à Sciences Po, le positivisme. Créé par le français Auguste Comte, le positivisme est promu en France par le philosophe anglais John Stuart Mill, un employé de la Compagnie britannique des Indes orientales, principale société privée composant l'Empire britannique. Les positivistes prétendent que l'homme est réduit à ses perceptions, et que donc sa connaissance du monde se restreint à analyser ce qu'il peut voir et constater. Ainsi, l'homme ne peut pas connaître les causes de ce qu'il observe, et ne peut donc pas agir sur les causes de ce qui lui arrive. Dans ce monde décrété par les positivistes, il n'y a rien à découvrir qui puisse changer les choses, et donc aucun espoir de transformation sociale. Le peuple doit simplement apprendre à rester à sa place et abandonner le privilège de la connaissance aux experts. En 1881, les réformes de Jules Ferry créent l'école républicaine. Elle devient enfin gratuite, laïque et obligatoire. Mais Ferry est un positiviste déclaré. Jean Jaurès l'attaquera à plusieurs reprises sur ce point, car il n'en comprend que trop bien les implications politiques. On ne se révolte pas contre ce qui est. On ne substitue pas, dans la pratique sociale, ce qui pourrait être à ce qui est. La concentration des capitaux est un fait certain. On n'engage pas contre cette tendance générale, qui opère à la façon d'une force mécanique, une lutte impossible et dérisoire. Sa réforme aura donc pour but d'enseigner aux enfants à ne pas se révolter. Ferry remplace alors l'enseignement des dogmes religieux par des cours d'instruction morale tout aussi coercitifs. Profitez de cette docilité pour leur transmettre les principes mêmes de la morale. J'entends simplement cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et mères, sans nous mettre en peine d'en discuter les bases philosophiques. Bien malin qui ne profite jamais, l'argent ne fait pas le bonheur. Une fois que vous vous êtes ainsi loyalement enfermés dans l'humble et sûre région de la morale usuelle, la famille et la société vous demandent de les aider à bien élever leurs enfants, à en faire des honnêtes gens. Il confie la conception des programmes de morale à deux vieux amis. Jules Simon, avec qui il avait organisé la capitulation française en 1870, et Paul Janet, qui représente avec Émile Boutmy le lobby de Sciences Po au Conseil supérieur de l'instruction publique. Dès la maternelle, les enfants devront intégrer toutes les règles de comportement qui feront d'eux de bons enfants, de bons pères de famille, de bons travailleurs et évidemment de bons soldats. Et la méthode est explicite. Pour venir à bout de l'enfant, il faut user de la répétition et de l'habitude. On ne doit pas lui permettre d'examiner le fondement de ces règles. Il ne peut donc ni y consentir librement, ni décider de s'en affranchir un jour. Jaurès, lui, ne prend pas les enfants pour du bétail qu'on élève pour mieux l'emmener à l'abattoir. Il réfute la morale positiviste. Trop souvent aussi, les maîtres réduisent les prescriptions morales à n'être que des recettes d'utilité, comme s'ils se méfiaient de l'âme et de la conscience des enfants. Erreur profonde. L'âme enfantine est beaucoup moins sensible à de petits calculs d'intérêt qu'aux raisons de sentiment et aux nobles émotions de la conscience. Il faut toujours donner les raisons les plus hautes, celles qui font le mieux sentir la grandeur de l'homme. Par là, tous les enfants de nos écoles auront le sentiment concret et précis de l'idéal. Il semble, d'abord, que ce soit là un mot bien ambitieux pour nos écoles primaires, et bien au-dessus de l'enfance. Il n'en est rien. L'âme enfantine est pleine d'infini flottant, et toute l'éducation doit tendre à donner un contour à cet infini qui est dans nos âmes.
Avec sa confiance dans le potentiel génie de chaque enfant, Jaurès s'inscrit directement dans la tradition révolutionnaire de Monge et Carnot. L'école républicaine doit donner la liberté aux enfants de changer la société. Jaurès riposte donc aux prescriptions pessimistes de Ferry et s'adresse directement aux instituteurs. Il ne faut pas croire que ce soit proportionnel l'enseignement aux enfants que de leur rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable. Les enfants ont en eux des germes de commencement d'idées. Les enfants ne sont pas positivistes. Dès qu'ils parlent, ils ne demandent jamais comment, mais toujours pourquoi. Ils sont naturellement à la recherche de la raison des choses. C'est la mission révolutionnaire que Jaurès donne à l'enseignement, permettre à chaque enfant de découvrir et développer son esprit. C'est la condition même pour que les futurs citoyens, et donc les futurs dirigeants, ne se résignent jamais. Donner aux enfants le sens du perpétuel mouvement humain. Les délivrer de ce poids de la routine et de ce fardeau du désespoir qui accable le progrès. Faire qu'ils ne soient pas tentés de dire aveuglément « À quoi bon ? C'est impossible ».